Ravi d'être avec vous pour cette journée. Effectivement, on voit que ça bouge pas mal dans les entreprises, dans les organisations. Bon, on a eu le Covid, l'inflation, le quiet leave, enfin, Big Quit, il s'est passé plein de choses. Et effectivement, depuis les 18 mois, on a l'IA générative qui est en train d'accélérer un peu partout. Je pense que vous en entendez parler tous les jours. Et moi, je trouve ça génial. Vraiment, voilà, t'es sûr, voilà, t'es sûr parce de que ça me rappelle un peu la révolution du Web 1, du Web 2. Ouais, et là, déjà, on avait accès à beaucoup d'informations avec Internet, Wikipédia, YouTube, etc. Mais là, finalement, j'ai un coach. En termes d'accès à l'info, je peux demander à peu près n'importe quoi à ChatGPT, Llama 3 ou les autres. Donc, c'est quand même incroyable, non? Ouais, enfin, la grande différence quand même, c'est qu'avant, sur le web, tu pouvais retraiter l'information, Emmanuel. Tandis que là, on te la livre et potentiellement, on te fait croire, c'est peut-être une hallucination, je ne sais pas, que c'est un argumentaire raisonné. Et puis, je ne sais pas si tu sais, mais ChatGPT, par exemple, 80% des contenus, c'est quand même anglo-saxon. Donc, rapport à la diversité des points de vue, moi, j'ai un peu peur du conformisme d'opinion. Bon, on peut aller sur Mistral, sinon avec les Français. Mais c'est vrai que ChatGPT, pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près l'équivalent de 50 000 fois ce que vous seriez capable de lire comme livre dans une vie. Alors, c'est pas dire qu'on a besoin de toute l'information qui est, mais quand même. Et du coup, on gagne du temps parce que je peux lui demander de synthétiser, je peux lui demander de traduire, je peux lui demander de résumer un doc à moi en français si du coup, effectivement, tu trouves que c'est trop anglo-saxon sur l'application. Oui, mais alors en même temps, là, je vais faire appel à Hartmut Rosa, grand philosophe qui parle beaucoup de l'accélération technologique et qui nous pose une très bonne question qui nous dit mais que perdons-nous à gagner du temps? Parce que le temps de l'humain n'est pas tout à fait le même que le temps technologique. Le temps technologique, il fait tout vite, mais le temps humain, le temps, par exemple, profond d'une démocratie, de changement d'une société, même nous, notre temps psychologique à nous, c'est plutôt un temps long. Donc, je ne sais pas si finalement, ou à moins qu'on se mette tous à la semaine de 4 jours. Alors d'accord, là, 100% d'IA partout, moi je veux bien. Bon, ça, il va falloir discuter entre RH de ce qu'on fait du gain de productivité. Mais après, c'est pas qu'un gain de temps ou de productivité. D'ailleurs, il n'y a pas que ChatGPT. Tu prends Midjourney, DALL-E, tous les Adobe Firefly, tous les outils pour créer des images. Voir des vidéos avec Sora, c'est quand même incroyable. D'un seul coup, avant, tu étais limité par ton budget, tu étais limité par des contraintes techniques. Là, d'un seul coup, tu as envie de faire un éléphant sur la Lune en train de cracher du feu. C'est possible. Donc, ça t'ouvre un champ de créativité incroyable quand même. Alors, sur la créativité, ok, je prends le point, je suis d'accord avec toi, c'est un grand partenaire de brainstorming. Ça, je suis ok. Par contre, il y a une étude du BCG qui montre que sur la résolution de problèmes complexes, là, on est quand même mieux entre humains pour le faire. Parce qu'il y a un truc que l'IA n'a pas encore, écoute, je ne sais pas ce que va avoir l'IA, c'est l'intelligence situationnelle, la compréhension des contextes. Et ça, on a encore ça pour nous, donc jusqu'à quand? À voir. Ouais, mais bon, d'accord, elle n'est peut-être pas l'intelligence situationnelle. D'abord, elle est rapide, et puis surtout, elle nous gagne du temps. Elle est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu peux l'interroger 152 fois d'affilée si tu as envie. À n'importe quelle heure. À n'importe quelle heure. Donc, si tu es des juniors, tu vois, c'est du gain de temps. Ça te simplifie les choses. Et puis, c'est vrai, on est tous à chercher du temps, on est tous sous l'eau. Donc, on va pas pleurer si, sur certaines choses, sur certaines tâches, en tout cas, à défaut d'un job complet, on peut gagner du temps, non? Oui, alors je te rejoins aussi là-dessus. Maintenant, ça me questionne, moi, sur l'effort dans le travail qu'on fait, le plaisir dans le travail qu'on fait. Le plaisir de souffrir, le tripalier. Non, le plaisir de faire un résumé. Peut-être que moi, faire un résumé, tu vois, ça me fait kiffer, tu vois. Le plaisir, l'authenticité à faire quelque chose qu'on a créé par nous-mêmes. Donc, ces dimensions-là, je ne sais pas finalement si on peut, tu vois, les maintenir. Et tu vois, j'ai une peur, c'est que finalement, on va encore avoir plus de bullshit job. Ok. Et je ne pense pas qu'au contraire, ça nous permette d'inventer le futur, puisque là, d'un seul coup, j'ai accès à plus de connaissances, je peux en fait progresser plus facilement, parce que dès que j'ai une question, je peux aller un peu plus loin si j'ai la motivation et si j'ai l'intérêt pour demander à ces IA de m'épauler et de m'aider à progresser. Alors oui, je suis d'accord, il y a beaucoup de data du passé et c'est vrai qu'elles ont la capacité à nous donner une vision assez synthétique. Maintenant, tu vois, la projection dans le futur, je ne suis pas certaine qu'une IA puisse projeter des choses et je pense encore... Alors, ça doit me rassurer, je sais, pour me lever encore le matin, mais que toute forme de projection dans le futur, cette qualité humaine qui est cette forme d'utopie idéaliste d'un monde meilleur, ça appartient encore à l'être humain. Bon, même si je pense que dans quelques entreprises, il y a aussi quelques humains qui sont un peu ancrés dans le passé. Mais bon. C'est vrai.
Alors, effectivement, on voit que le sujet de l'IA et de l'IA générative, donc qui est plutôt sur la partie création, édition de contenu, il est vaste. Ça pose autant de questions que ça apporte de début de réponse, puisqu'on n'en est encore qu'au début, 18 mois depuis l'apparition de ChatGPT et des multiples applications qui suivent. Du coup, tu nous en dis 2 mots en synthèse? Donc là, ce qu'on vous a fait, on vous avait pas prévenu, mais c'était une joute oratoire, un débat contradictoire. Voilà, vous avez bien reconnu qu'Emmanuel était à fond pour l'IA et moi, je doutais, je questionnais. La vertu d'un débat oratoire, ça permet de poser des positions extrêmes et de se dire où est-ce que au milieu est notre vérité à nous en fonction de notre contexte. Donc là, on a eu des arguments sur veille et savoir, mais de l'autre côté, il y a quand même ce risque de conformisme. Productivité, ça accélère potentiellement les biais et puis la pression qu'on a à faire notre travail. Créativité, résolution de problèmes complexes, on en a discuté. Et le fait que ça soit un assistant, très bien, mais notre rapport au travail est en train d'être transformé. Donc, à suivre dans nos débats, ce qui est intéressant en tous les cas, c'est de laisser des moments et des espaces dans vos entreprises pour en parler et que chacun puisse donner son point de vue pour pas qu'il y ait trop de friction à la mise en place. Et si vous voulez débattre, vous pouvez prendre votre application de ChatGPT, il y a un petit écouteur à côté de la zone de saisie, vous pouvez parler avec, donc vous pouvez lui dire, écoute, on va débattre de tel sujet, prends tel point de vue, et on va s'entraîner. Même plus besoin de nous. Exactement. Pour la limite, on la met avec Siri, puis c'est bien, ils vont finir ensemble. Donc on voit que, effectivement, ça pose un sujet de monde de travail à 2 vitesses. Déjà, il y a des entreprises qui vont être équipées, d'autres pas. Il y a des salariés qui vont réussir à faire le jump. D'autres, ça va être plus compliqué. Je voyais un extrait d'un discours de Joe Biden qui disait si vous avez été capable, si les gens étaient capables de mettre du charbon dans les chaudières d'usine, ils devraient être capables de coder. Bon, on était un peu oui, mais enfin, ça risque quand même d'être un peu un jump pour certains, même si là, quand même, la révolution de l'IA générative, c'est qu'avant, dans l'IA traditionnelle, il fallait que nous, on apprenne le langage de la machine. Il fallait devenir développeur, programmeur, data scientist. C'était quand même très compliqué. Là, avec l'arrivée de l'IA générative, c'est la machine qui a appris notre langue. D'un seul coup, on peut l'instruire avec des prompts en lui parlant en français, en anglais, en phrases. Donc ça réduit quand même la barrière. Mais on voit que voilà, ça crée tout un tas de sujets sur les copyrights, sur les biais, sur l'impact énergétique, sur la surveillance, sur peut-être la destruction de certains jobs et la création d'autres. Donc c'est pas évident. Le sujet, effectivement, dans cette session, c'est de voir un petit peu comment on peut coopérer ou pas entre humains et technologie. On voit que y a constamment des nouvelles news. J'essaie toutes les semaines sur LinkedIn d'éditer une newsletter qui s'appelle le Big Recap, où je fais la synthèse de toutes les innovations, les annonces autour de l'IA générative. On a entre 20 à 50 news par semaine depuis 8 mois. Donc c'est assez dingue. Là, dans les dernières grosses news, on a effectivement Sora, donc OpenAI qui fait ChatGPT, nous a fait la démo d'une application où vous faites du texte ou vidéo. Donc vous décrivez ce que vous voulez et ça vous génère une vidéo. Et donc là, c'est Hollywood qui est complètement tétanisé, puisque normalement il faut organiser un tournage, un casting, des acteurs, et là vous décrivez la scène que vous voulez et ça vous génère une vidéo pour vous. Là on a quelques exemples ici. Le PDG d'OpenAI, d'ailleurs Sam Altman, veut lever 7 000 milliards, donc 7 trilliards de dollars. Donc, je ne sais pas si vous voyez, Google, Apple, Facebook, Amazon ensemble c'est 9 trilliards. Lui il veut juste lever l'équivalent de 3 des 4 boîtes pour aller encore plus loin, pour investir dans l'IA, pour fabriquer des puces. On a effectivement le text-to-coding qui accélère. Donc là, c'est aider nos amis développeurs à débugger leur code, à traduire leur code, et on gagne quasiment 50% de son temps. Et certains nous disent que l'IA va écrire 80% du code d'ici 5 ans. Donc nous qui avons du mal à recruter des profils IT, peut-être que demain, ce sera des profils IT avec un assistant. Et Adobe Gen Studio, qui est lui en train d'arriver sur toute la chaîne de valeur, donc de Photoshop jusqu'à la personnalisation des sites, des emails, etc. Donc ça bouge très très fort. Et en même temps, l'IA, c'est pas nouveau, ça a démarré dans les années 50, il y a eu des moments forts, et puis ce qu'on appelle les hivers de l'IA, puisqu'on n'avait pas la puissance de calcul, on n'avait pas le cloud, on n'avait pas la 5G, donc il manquait un certain nombre d'ingrédients qu'on a depuis, et donc qui ont permis, plus récemment, après les premiers essais de Amazon Echo, Siri, de la biométrie ou du computer vision, effectivement, depuis, c'était novembre 2020, toute cette accélération qui a suivi ChatGPT, et chaque jour, en ce moment, chaque semaine, on a des nouvelles applications, des nouveaux outils. En fait, l'arrivée de ChatGPT, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, mais c'est un moment bascule. C'est un peu comme l'arrivée de l'iPhone dans la téléphonie. Il y avait déjà BlackBerry, il y avait déjà Palm Pilot, mais
C'est vraiment ce format-là, d'un seul coup, qui a amené la bonne recette avec les bons ingrédients. Eh bien, ChatGPT, c'est la même chose. L'API existait depuis 1 an. Moi, je ne l'avais pas vu. Enfin, il fallait vraiment être un geek pour l'utiliser. Le fait de l'avoir rendu accessible gratuitement, multilingue dans tous les pays, a fait que les gens s'en sont emparés. 100 millions d'utilisateurs en 2 mois. Sans pub, on voit bien qu'il s'est passé quelque chose et depuis, c'est le 16e site au monde. Et puis depuis, c'est beaucoup, beaucoup plus d'acteurs puisque on a Copilot dans Office 365 qui est en train d'arriver. On a Google qui essaie de revenir avec Gemini, le nouveau nom de Bard. Bon, ils sont encore un peu loin. On a Claude qui est un des concurrents de ChatGPT. On a Hugging Face, ça vous dira peut-être rien, mais c'est toute la partie open source de l'IA générative. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas que les grands géants privés américains. On a aussi, et beaucoup de Français dans ce domaine open source. Et puis, voilà, je ne vais pas tous les lister. On a le petit Mistral aussi, qui sont des Français, mais quand même avec beaucoup d'investisseurs américains. Donc on voit que ça se multiplie, il y en a un peu dans tous les sens. Et effectivement, le sujet... C'est les emplois. Alors, on aime bien parler plutôt. Alors, il y a plein d'études qui existent pour nous expliquer que entre les nouveaux métiers qu'on connaît pas, 80% de nouveaux métiers d'ici quelques années, nous, on aime bien défendre au Web Institute le côté tâche, en fait. On pense pas qu'il y a des jobs qui vont être complètement supprimés, en tous les cas, pas tant que ça, mais que dans chacun des jobs, il y a X% de la tâche qui va être concernée par l'IA. C'est d'ailleurs le premier travail que vous êtes certainement en train de faire, c'est de justement distribuer les tâches et de se dire, OK, telle tâche dans tel processus, est-ce qu'elle peut être IA-isable. Exactement. Et des fois, c'est automatisable, ça c'est de l'IA traditionnelle, mais sur l'IA générative, il faut prompter. Donc là, on est plutôt une tâche assistée qu'une tâche remplacée. Du coup, c'est génial, on va être super rentable, gagner plein de productivité. Je veux pas qu'on croie que je suis contre l'IA, attention. Hein. Non, mais je pose les questions. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, on se questionne sur les usages. On a tous compris que c'était rentable, on y va, très bien. Après, on y va comment et en se posant quelle autre question potentiellement en parallèle, parce que pour être dans la tech tous les deux depuis 25-30 ans, parfois, on ne s'est pas posé toutes les bonnes questions au démarrage. Donc, ce qu'on propose, c'est de se poser des questions déjà sur la fiabilité. On le disait un peu, hein, en fonction des contextes et de ce qu'on va demander. Est-ce qu'on est sûr d'avoir des réponses fiables? Est-ce que les réponses que nous donnent ces IA génératives, elles sont dans la légalité? Elles sont dans une forme d'éthique? Est-ce que c'est vraiment interopérable? Je parlais de la distribution des tâches entre l'humain et la tech, mais est-ce que vraiment c'est au bon moment qu'on le fait? Parce que est-ce que ça va pas faire un être humain derrière, un collaborateur qui est en panique de recevoir le résultat d'IAGène et puis finalement il sait pas quoi en faire? Ça s'appelle l'interopérabilité. Est-ce que c'est durable? Impact. Bon, j'ai été à une formation il n'y a pas très longtemps, une grande boîte du CAC 40 qui disait j'ai interrogé Microsoft sur les effets. Bon, ils répondent pas. Il n'y a pas de transparence aujourd'hui sur ce sujet-là. Et puis désirable. Est-ce que l'expérience collaborateur qui va être tirée avec l'IAGène, elle est OK? Est-ce que l'expérience utilisateur, l'expérience client, elle sera vraiment meilleure parce qu'on a utilisé l'IA? Donc voilà, des questions en tous les cas qui me semblent importantes de se poser, en tous les cas de l'avoir dans un coin de notre tête. Et puis qui évidemment vont varier selon les contextes et les industries. Si mon IA se trompe sur mon communiqué de presse que je relis, ça va se gérer. Si elle se trompe sur un diagnostic médical, c'est plus ennuyeux. Donc ça, là aussi, il y a vraiment des industries qui n'ont pas tout à fait les mêmes contraintes. Et c'était assez intéressant. On a le PDG de L'Oréal, Nicolas Hieronymus, alors qui n'est pas du tout contre l'IA et l'IA générative, mais qui est spécifique. Donc eux, ils ont pris une décision. Légalement, ils peuvent l'utiliser. Eux s'interdisent d'utiliser l'IA générative pour représenter des personnes. Alors, on va voir tout à l'heure, hein, ils font plein d'autres choses, des packshots, de la déco. Vraiment, ils sont d'ailleurs très avancés sur l'IA, mais ils se sont dit, nous, on s'interdit éthiquement de représenter des personnes. Finalement, on critiquait l'industrie de la beauté de temps en temps pour faire trop de retouches. Si demain, c'est même plus des vraies personnes, ils sont plutôt malins en se disant on va casser cette zone de confiance. Donc on voit bien qu'il y a la légalité et après il y a ses valeurs, son éthique, à chacun de trouver, c'est pas parce qu'on peut le faire qu'il faut le faire, voilà, la désirabilité ou la responsabilité. Donc il va falloir réfléchir intelligemment derrière tout ça. Bon, ça, c'est la dernière news qu'a posté Emmanuel il n'y a pas longtemps sur son LinkedIn. Et j'étais là. Donc, infirmier et infirmière artificielle, voilà. Hein, ça va être potentiellement possible. C'est surtout moins cher parce qu'aux États-Unis, où ça sort, effectivement, ils ont un léger problème avec le coût de la santé. Mais effectivement, l'idée, encore une fois, c'est pas de remplacer l'infirmier ou l'infirmière, mais c'est sur certaines tâches. Donc là, par exemple, récupérer des informations en amont d'un diagnostic, en amont d'un rendez-vous, plutôt que d'utiliser du temps de quelqu'un pour demander remplissez la fiche, le nom, le prénom, votre groupe sanguin, etc. Là, on va pouvoir mettre des bots pour gagner du temps sur ces tâches-là. Évidemment, on n'en est pas encore au robot qui vient nous ausculter, enfin, j'espère. Et là, on voit bien, et d'ailleurs, c'était bien redit dans toutes les réactions du poste, qu'on sait aussi que voilà,
voilà, dans toute cette relation humaine, cet échange, ce soutien, cette sensibilité, c'est hyper important dans le soin et l'accompagnement des patients. Mais en même temps, voilà, il y a des parties administratives un peu reloues à décharger. Mais tu vois, avant ça, moi j'ai vu un reportage aux 20h de TF1 il n'y a pas très longtemps. Je regarde pas tout le temps le 20h, mais cette fois-ci oui. Et c'était super intéressant parce qu'il y a déjà des choses à transformer indépendamment de la tech. Aujourd'hui, on est en train de redistribuer les tâches entre les médecins et les infirmiers parce qu'on sait tous qu'on manque de ces professions-là et de donner plus de pouvoir finalement aux infirmiers et aux infirmières qui sont sur le terrain pour des trucs qui jusqu'à maintenant n'étaient faisables que par un médecin. Donc c'est bien que la tech puisse faire des choses, mais peut-être qu'aussi en amont, on a encore des choses à améliorer dans notre coopération entre les êtres humains. Voilà. Tout à l'heure, on parlait de responsabilité environnementale. Donc, un des sujets, c'est effectivement l'énorme nécessité de puissance de calcul. Alors, c'est pas le métaverse, mais en tout cas pour entraîner les modèles d'IA générative. Après, à l'usage au quotidien, c'est pas énorme, mais si on se met tous à les utiliser beaucoup plus. Donc, la bonne nouvelle, c'est que Intel, Nvidia et tous les autres sont en train de nous faire des bien meilleurs processeurs, 30 fois plus puissants, 25 fois moins consommateurs, donc presque plus rapide que la loi de Moore. Mais c'est quand même intéressant de savoir que Sam Altman, il a investi 375 millions de dollars, donc c'est le PDG d'OpenAI, dans une boîte qui veut faire des nano-centrales nucléaires à fusion. Et je pense qu'il est quand même assez informé sur la conso énergétique de ces outils. Donc on se dit qu'effectivement, ils ont l'air d'être quand même assez conscients que ça risque de nécessiter plus d'énergie malgré toutes les économies, les modèles plus petits, les modèles qu'on utilise en local. Et on voit bien cette IA, finalement, elle risque d'exploser parce que demain, dans l'éducation, la formation, dans les services publics, dans les santé et bien-être, là, on a notre Premier ministre qui nous a annoncé que l'IA arrivait pour réduire la bureaucratie dans l'administration française, pour réduire le temps de prise au téléphone des administrations. Pour réduire le nombre de pages dans le code du travail. Voilà, ça marche pas trop pour le moment. Tourisme, telco, retail, marketing et pub, mais je pourrais mettre logistique, transport, enfin voilà, on sent qu'il y a de la data, finalement on a fait notre révolution data, enfin pour la plupart des boîtes dans toutes les industries, maintenant on va devoir l'exploiter avec de l'IA. Et puis on voit bien que évidemment il y a la pub, l'entertainment, les industries créatives, la banque et l'assurance, avec l'hospitality, les réseaux sociaux, le luxe et la beauté, l'énergie, enfin on pourrait les lister, tout le monde va être impacté d'une manière ou d'une autre, et en particulier tous les métiers du tertiaire avec l'IA générative et plutôt tous les métiers du secondaire ou de l'industrie avec l'IA plus traditionnelle. On s'ennuie un peu. Ouais, moi je trouve aussi. On balance une chanson ? Voilà, donc là on va vous montrer Udio qui est un des derniers outils qui est sorti de texte ou musique et on va en faire une chanson ensemble. Ça vous botte un peu ou pas ? Alors on va faire la chanson des DRH. Donc est-ce que Mathias est en place ? Ouais, super. Bon, donc on va faire un petit prompt ensemble. Alors, on va trouver 3 adjectifs sur le métier de DRH. Alors, qui se lance ? Des mots qui seront dans la chanson, hein. Alors, on y va. Pardon ? Talent. Talent, d'accord. Donc tu notes, Mathias. Innovant. Passionnant. Alors, on va essayer avec ces 3 mots-là. Et puis, on va choisir quoi comme style de musique ? De la pop quoi ? Allez, on va être encore plus précis. De la pop coréenne, de la K-pop. Alors, pour les paroles, ça va être... Bon, on va essayer. Et Mathias essaie de nous faire un morceau en K-pop avec une chanson en français, avec talent, passionnant et innovant. Bon, on aura les résultats dans ça prend à peu près 1 minute et demie, 2 minutes. Donc, on va avancer quelques slides. Et on a plus de 2 minutes. Voilà, et c'est parfait. Donc, parce qu'on se disait tout à l'heure dans la joute oratoire, c'est qu'indépendamment du fait qu'on puisse le faire, que ça soit éthique, etc., mais est-ce que vraiment, nous, en tant qu'êtres humains, ça va pas nous enlever un peu de plaisir, de goût de l'effort, d'une forme d'authenticité par rapport à ce qu'on produit ? Voilà, c'est dans notre rapport au travail, qu'est-ce que ça vient changer ? Future of AI, c'est toi, ça, hein ? Voilà. Moi, je me dis que finalement, ça va changer tellement de choses que peut-être que c'est nos amis de Cadbury India qui nous ont fait un petit spot assez rigolo, qui nous explique qu'on va lancer la Do Nothing University, puisqu'on va être tellement assisté par l'IA. Looking to upskill for the future? This new AI can perform all coding jobs in seconds, including blockchain development. While this AI is already outperforming accounting firms. Meanwhile, the new graphic design AI aims to automate graphic design and could minimize the need for... Relax. Because in a future where AI does most of the work, there'll be one thing that humans will finally get to do all day long. Nothing.
So it's time to learn the most essential skill of the future. 5-Star presents Nothing University with the first ever diploma program in doing nothing. An intensive course covering the most future-ready skills out there. Well, let me check with the AI and get back to you in a few days. Super. With our state-of-the-art workshops, campus placements, and guest lectures, the world can finally prepare for the glorious future that awaits us. Beat 5-Star. Do nothing. Enroll now. Voilà, vous savez où vous inscrire pour votre prochaine formation. Après les bullshit jobs, les nothing jobs. Autre chose, ça interroge aussi l'estime de soi. L'estime de soi, ça a été notamment travaillé par Will Schutz dans l'élément humain. Donc il a travaillé notamment pour l'US Navy il y a très très longtemps. C'est une très belle formation, je vous invite à regarder. Et en fait, il parle de 3 choses pour l'estime de soi. Il parle de son sentiment d'importance. Est-ce que je me sens important dans la société, dans ce que je fais, dans ce que je suis? Est-ce que je me sens compétent? Bon, je pense que quand même, ça vient un peu nous challenger, l'IA, sur ces 2 dimensions-là. Est-ce que je me sens appréciée? Donc, c'est vrai qu'une des solutions, au web, on n'est plutôt pas forcément pour se dire oui, alors on va laisser le codir, l'IT réfléchir à ce sujet, et puis après, on dira, il y aura une charte, etc. On est plutôt à se dire en intelligence collaborative et sous forme d'hackathon assez puissant et assez régulier, pour du coup se dire, mais c'est quoi l'impact finalement sur chacun? L'intelligence collaborative, justement, pour mieux se questionner, donc ça peut se traduire notamment chez Bluenove, qui est une entreprise d'intelligence collective. Ils commencent à faire régulièrement des bulles de convivialité. Alors, c'est tous les 3 à 6 mois pour l'instant, parce qu'aujourd'hui, les usages ne sont pas encore complètement encadrés. Donc, comment on construit? On se dit, oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, aujourd'hui, dans notre processus de travail, oui, c'est intelligent, c'est pertinent. Ça ne nous enlève pas tout notre plaisir à faire un travail, parce que, par exemple, le questionnaire, c'était un grand plaisir pour eux d'administrer des questionnaires et de produire les questionnaires. Aujourd'hui, c'est fait en 3 minutes par ChatGPT. Sauf que, du coup, quelle est encore notre valeur et notre plaisir au travail? Alors, dans les boîtes qui sont en train de bouger fort, par exemple, Publicis a annoncé qu'ils allaient investir 300 millions pour complètement repenser leur process. Donc là, ils sont en train de créer une super IA où on a un onglet pour les gens qui font les études de marché, un autre pour l'achat média, un troisième pour la partie créa, l'autre pour le coding et le dernier pour la gestion de projet. Donc c'est pas de remplacer, c'est de mettre tous les outils de manière agrégée pour assister tous ces collaborateurs qui sont plutôt dans le domaine créatif et avoir demain un workflow qui a été entièrement repensé où finalement toute une partie des tâches est assistée, enrichie. Voilà, on a toujours des créatifs, mais on va leur mettre les bons outils. Donc eux sont en train de rebuilder toute cette solution-là et demain d'en vendre des versions adaptées à leurs clients. Je parlais de L'Oréal tout à l'heure. Ils sont pas du tout en train de dire qu'ils font pas d'IA, puisque déjà ils ont lancé leur division Beauty Tech dans lequel maintenant ils vendent des objets connectés. Ça va du miroir au sèche-cheveux à l'outil de diagnostic. Donc maintenant de la data, de l'IA, du software, du hardware. Ils ont signé des deals avec Nvidia pour faire du texte ou image pour tout ce qui est packshot produit, texte ou vidéo pour mettre en scène ces produits. Ils bossent aussi avec le gaming. Donc on est vraiment dans cette idée de créativité augmentée tout en cadrant les choses, s'interdisant certaines choses, en suivant évidemment la réglementation et en suivant l'évolution de tous ces outils qui ne sont pas du tout encore matures. Mais eux se sont dit on saute tout de suite dans le train et on va accompagner nos équipes, on va continuer de tester des choses. Donc je vous laisserai prendre en photo ce slide, mais quand on a un petit peu croisé, aujourd'hui on a fait plus de 185 formations, on a formé plus de 10 000 personnes sur l'IA et l'IA générative en 12 mois. On voit que tout le monde passe d'abord par une acculturation de la direction, met en place une task force, essaie de prioriser les cas d'usage, souvent démarre par les usages transverses, ChatGPT privé, Copilot, Midjourney pour les images, ensuite va acculturer les collaborateurs avec la mise en place de guidelines, et puis on va pouvoir descendre après métier à métier par des POC. Si ces POC réussissent, on va pouvoir les scaler, et effectivement pour quelques-uns des jobs dont le plus de tâches vont être impactées, là il y aura un accompagnement, un reskilling, un upskilling, des mouvements à l'intérieur, donc ça se gère, tout le monde expérimente, teste, essaie d'assister le mouvement. On va dire que personne n'a encore tout déployé et maîtrise entièrement le sujet, mais en tout cas ça bouge très fort.
Donc il y a la vision techno-positive, il y a la vision aussi techno-critique. Laurence De Villers, elle est dans ces deux positions-là. Donc elle parle de lucidité et elle dit aussi un conseil pour les organisations, c'est de créer des labs à l'intérieur qui soient vraiment spécialisés sur les pratiques communes de l'IA générative au sein de l'ensemble de la société, que ça soit pas siloté non plus et que chaque petite BU fasse un peu voilà, son avancement personnel. Ça permettra de suivre notamment toutes les dérives possibles. Et puis évidemment, du coup, à contrario, j'aime bien la situation, il y a deux sortes d'esprits, l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse de Blaise Pascal. Continuer à cultiver nos soft skills, ce qui fait notre singularité en tant qu'être humain, l'esprit critique, le discernement et la créativité avec nos intelligences émotionnelles relationnelles qui jusqu'à maintenant, tu me le dis, non, c'est bon, l'IA n'a pas ça. Pas encore. Pas encore, voilà. Il y a aussi Alain Damasio, hyper intéressant, le grand entretien. C'est un auteur de science-fiction. Je vous invite à aller voir cette interview. Lui, il parle de l'impact sur nos puissances personnelles. En fait, il dit ce sont des outils, mais c'est des outils qu'on peut pas bricoler, qu'on peut pas hacker. Donc, qu'est-ce qui nous reste et comment ça nous empêche pas de nous accomplir en tant qu'être humain? Voilà. Bon, évidemment, on sait tous que c'est pas des outils magiques. Il y a encore tout un tas de sujets en termes de risques, les hallucinations, la consommation énergétique, le copyright dans certains cas, les biais dans d'autres, la régulation qui va moins vite que la tech. Mais effectivement, tout ça c'est important et en même temps, il y a toujours des risques dans tout ce qu'on fait. Donc, il faut aussi apprendre à vivre avec le risque et le changement. Exactement. Donc là, je vous invite aussi à regarder ce que fait TAE. C'est une agence de philosophie au service des entreprises, donc vraiment très pratique. Et donc voilà, ils ont cette boussole qui nous permet de nous questionner, que ce soit sur le côté idéologique, le côté décisionnel, le côté impact sur les comportements et l'écologie. Et donc, comme j'ai assisté à une de leurs formations, c'était intéressant de voir toutes les questions derrière que ça peut faire émerger. Quels sont les KPI pour mesurer la bonne intégration de l'IA? Parce que si c'est juste la rentabilité, pourquoi pas? Mais que tout le monde soit d'accord avec cette valeur qu'on va placer au centre. Quelle valeur d'ailleurs accordons-nous aux résultats de l'IA? Finalement, au nom de quoi on souhaite vraiment mettre l'IA dans notre métier, dans notre process? Voilà, pourquoi? Quels bénéfices en termes d'expérience client, prestataire, collaborateur? Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour suivre les usages, leur pertinence, etc. Donc voilà, c'est deux types de questions qu'on est amené à se poser qui peuvent être intéressantes à partager. Voilà, et puis on va terminer en musique. Mathias, alors lance notre super morceau. Le résultat. Progresser, un futur riche nous attend, ressources humaines augmentées. Voilà, donc ça c'est à peu près 1 minute 30, c'est gratuit, vous pouvez faire 200 à 300 morceaux par mois, donc voilà, les artistes en sueur, mais bon. Futur compositeur. Merci à vous. Ouais, alors Suno Merci. était très bien, mais Udio c'est encore mieux, c'est le nouveau truc qui est sorti juste après. Voilà. Merci à vous, bonne journée.